Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire pour bien débuter sur le Forex. Ce webinaire est réalisé en partenariat avec Action Future et avec le broker UFX. Voici le programme. Alors juste avant, je suis Stéphane Sauduteil, donc analyste technique, trader, auteur du livre Le Scalping aux éditions Galino. Je suis également responsable du site technibourse.com et co-responsable du site robot.fr. J'interviens régulièrement sur BFM Business et je suis trophée d'or 2012 du Salon d'analyse technique de Paris. Je vous encourage à aller visiter nos partenaires Action Future sur leur site où il y a plein de petites choses, des librairies, des annuaires, des fiches pédagogiques et vous retrouvez bien entendu le magazine et la procédure d'abonnement. Bien débuter sur le Forex, donc le sommaire, nous verrons comment bien aborder le marché des devises, qu'est-ce qu'il faut connaître sur le Forex pour entamer un process de spéculation. On verra comment, bien entendu, gérer sa prise de risque. Ça reste important, surtout après les événements, on y reviendra tout à l'heure, qu'il y a eu lieu sur le franc suisse en janvier. On verra un petit schéma rapide de day trading, schéma complémentaire au livre que j'ai écrit sur le scalping. Pour ceux qui n'ont pas lu ce livre, on verra un schéma tactique un tout petit peu différent, mais qui est assez simple à comprendre. On y reviendra tout à l'heure. Et je vous donnerai en toute fin de webinaire mon avis sur la paire euro-dollar. Bien aborder le marché des devises. Donc le Forex, c'est le deuxième marché le plus liquide au monde après celui des taux. Vous avez 8000 milliards d'échanges quotidiens sur le marché des taux, 5000 milliards sur le marché du Forex. Vous avez des paires de devises majeures, mineures et exotiques. Donc on appelle ça aussi des crosses. Les majeures sont au nombre d'une dizaine environ, au rang desquels vous trouvez la UD-USD, le dollar australien contre le dollar américain, l'euro CHF, l'euro GBP, l'euro contre la livre britannique, l'euro GPY, l'euro contre le yen japonais, l'euro USD bien entendu, le GBP USD, le NZD USD, la monnaie de Nouvelle-Zélande, et l'USD CAD, l'USD CHF et l'USD GPY. Donc, ce qui caractérise les devises majeures ou les paires majeures, c'est leur spread faible. On verra ce qu'est le spread tout à l'heure. Donc, bien pratique pour toute activité de day trading, scalping, mais on peut également envisager, bien entendu, de travailler ces paires dans une optique court, moyen ou pourquoi pas de long terme. Les paires de devises mineures ont des spreads un petit peu plus élevés. C'est plus délicat d'utiliser ces paires en scalping, puisque le spread, qui est une commission en fait que l'on paye à la source, on y reviendra tout à l'heure, commence à être un petit peu élevé pour une activité de scalping. On pourra plus utiliser les paires mineures pour une activité de day trading, voire de swing trading, c'est-à-dire conserver ses positions quelques jours. Et enfin les paires de devises exotiques qui là, elles, sont difficiles à travailler bien entendu en scalping et souvent en day trading, mais qui peuvent être envisagées pour des investissements de court, voire de moyen terme, pourquoi pas. Vous avez beaucoup de brokers de Forex. Alors comment sélectionne-t-on un broker? Bien entendu, il faut se renseigner sur le service client. Est-ce que vous allez réussir à rentrer en contact assez rapidement et facilement avec votre broker par téléphone par exemple, ou par chat sur internet. Le spread bien entendu qu'ils offrent, on verra que c'est une commission. Effectivement, il y a une certaine guerre des spreads entre chaque broker.
la plateforme de trading qu'il propose, est-ce qu'elle est ergonomique, est-ce qu'elle est rapide, est-ce que vous la manipulez et maîtrisez bien. C'est quelque chose d'important hein, pour trader le forex. Et bien entendu, bon, bah, la notoriété. Il y a beaucoup de brokers qui ont pignon sur rue. N'hésitez pas à vous renseigner par internet auprès de vos amis pour voir le feedback un petit peu de chacun sur tel ou tel broker. Attention, il y a une liste noire AMF. Alors c'est assez facile hein, d'accéder à cette liste noire. Vous tapez sur Google liste noire AMF Broker et vous tomberez quasiment instantanément sur le site de l'AMF où là vous verrez toute la liste des brokers qu'il est plutôt recommandé d'éviter. C'est principalement souvent des brokers d'options binaires, des brokers qui sont souvent non régulés ou dans des paradis offshore ou fiscaux où il y a souvent des petits soucis potentiellement avec la restitution de vos fonds. Le spread en fait est une commission qui est payée à la source. Dès que vous lancez une opération sur le forex, votre compte est négatif du montant du spread. Vous payez donc votre commission immédiatement. Et le résultat de votre opération, c'est un résultat net de frais. Attention aux effets de levier qui peuvent aller jusqu'à 400, hein, risque de ruine évident, sans expérience, sans méthode et sans money management de capital. Je reviens sur le CHF, enfin, la devise suisse où la Banque nationale suisse a décidé en fait en janvier de ne plus contrôler la parité de sa devise. Et donc ça a entraîné une perturbation terrible sur le marché du forex où en quelques secondes la parité a perdu 15%. Il n'y a pas eu de cotation pendant quelques secondes et elle s'est retrouvée rapidement en ce qui concerne l'euro CHF de 1,20 à moins de 1. Donc elle a perdu presque plus de 20% à un moment donné. Et donc, les personnes qui utilisaient des effets de levier relativement importants ont vu leur compte en moins de quelques secondes passer à zéro et même en négatif. Et beaucoup de brokers ont pris en charge le différentiel négatif. Puisque souvent, lorsque l'on signe un contrat avec un broker, on peut perdre au maximum, théoriquement, sa mise. Beaucoup de brokers prennent à leur charge une variation négative. Quelques pièges à éviter sur le marché du forex. Attention aux variations de spread lorsque l'on vous dit que, par exemple, lorsque vous voulez acheter une devise euro-dollar, le spread est de 0,8 par exemple. Ce spread peut varier en fonction des périodes de la journée. Lorsqu'il y a par exemple beaucoup d'agitation sur le marché, en période de statistiques, ce spread peut être élastique et peut augmenter à 1, 1,5, 2. Tout dépend de l'importance de la statistique. Donc il faut faire très attention à bien surveiller ce spread, car si vous prenez dans des marchés qui sont hautement volatiles, vous pouvez vraiment avoir une élasticité de spread et avoir des spreads beaucoup plus importants que prévu, et ça peut bien entendu handicaper des opérations qui sont de scalping ou de day trading, qui sont là pour essayer de capturer de petites variations qui seront consommées en grande partie par ces variations de spread. Faire attention également au slippage des ordres stop et au prix du marché. Le slippage, c'est simplement la différence entre le prix demandé et le prix réellement obtenu. Donc il y a souvent des petites différences et dans 70 à 80% des cas, ce slippage vous est défavorable. Il faudra faire également attention à la distance avec les serveurs du broker, surtout si vous travaillez en haute volatilité et avec des opérations assez rapides.
puisque il faut quand même un certain temps pour votre ordre pour aller de votre machine ou de votre VPS qui est localisé à tel ou tel endroit jusqu'au serveur de votre broker. Plus vous travaillerez en volatilité importante et plus vous travaillez sur des écarts très petits sur le Forex, et plus vous avez intérêt à avoir un VPS qui est au plus près des serveurs du broker. Attention également, les conditions de marché réel sont souvent bien différentes que celles que l'on observe lorsque l'on teste ces stratégies en backtest. En backtest, on peut voir que finalement c'est comme si vous naviguiez sur un lac, et les conditions de marché réel, c'est comme si vous naviguiez en pleine mer, voire en haute mer. Donc attention, un backtest n'est que quelque chose qui vous donne une idée globale de la rentabilité de votre stratégie, sachant qu'il y aura forcément un petit peu de déperdition entre le backtest et le réel, et plus vous lancerez d'opérations, plus votre nombre d'opérations sera important, plus les variations que vous irez chercher seront courtes, et plus il y aura de différence entre le backtest et les conditions du réel. Avoir une bonne méthodologie, un bon money management de capital, de position, et bien gérer ses ressources mentales, ça reste gage de pérennité et de réussite sur le marché du Forex. On abordera un petit peu un point bien sûr méthodologique, on verra le money management de capital, un petit peu de position dans la méthodologie, mais il y a quelque chose d'important, c'est bien gérer ses ressources mentales. Comment on gère un petit peu ses ressources mentales? Et bien souvent par beaucoup d'entraînement pour justement renforcer des convictions et des certitudes lorsqu'il faudra appuyer sur le bouton pour engager une opération d'achat ou de vente sur le Forex. Il me semble vraiment indispensable pour gérer sa prise de risque, d'adapter son nombre de lots ou sa taille de position au risque que l'on souhaite prendre sur son capital. Alors, souvent, on dit qu'il ne faut pas prendre un risque supérieur à 1 à 2% par jour sur son capital. C'est souvent un gage de longévité. Alors, bien entendu, c'est un principe général qu'il est quand même intéressant de respecter, surtout lorsque l'on débute sur le Forex, même s'il peut y avoir des stratégies où on peut être amené à prendre des risques un petit peu supérieurs, mais tout va être question après d'équilibre entre quel risque je prends et quel retour sur investissement j'escompte. C'est ce qu'on appelle un petit peu l'équilibre entre les gains et les pertes. Alors on va partir dans un principe un petit peu sécuritaire, où on évitera d'engager ou de perdre plus de 1 à 2% de son capital par jour. Comment fait-on? Je vais vous prendre un exemple sur l'euro-dollar. Donc par exemple, vous avez un compte à 20 000 $, vous allez accepter un risque par opération de 0,5%. Si votre risque si vous acceptez un risque de 1% par jour par exemple, eh bien vous ne pourrez pas faire plus de 2 opérations. Ces 2 opérations, chaque opération représentera donc un risque de 100 $ de perte maximale. Par exemple, selon votre méthodologie, alors on abordera la méthodologie un petit peu plus en avant. Selon votre méthodologie, votre schéma tactique, vous avez un stop par exemple qui est proposé à 12 pips, soit un risque que l'on peut calculer qui est de 120 $ pour un lot. Un lot sur le marché du Forex représente 100 000 $ en ce qui concerne la parité euro-dollar. Si vous travaillez un demi-lot, 0,5 lot, vous travaillerez avec 50 000 $.
Vous devez donc lancer une opération pour ne pas perdre plus de 100 dollars sur cette opération. On va vraiment adapter la taille de sa position en fonction du risque maximal de perte que l'on a prévu. Donc ce risque maximal c'est 100. Si on engageait un lot, on risquerait 120 dollars. On fait simplement l'opération suivante, 100 divisé par 120, cela va faire 0,83 lots. Donc si on devait perdre cette opération à 0,83 lots, eh bien on ne perdrait pas plus de 100 dollars. Donc on aurait vraiment limité notre perte maximale au montant escompté. À noter que 0,83 lots va représenter 83 000 dollars d'exposition sur le marché. Comme votre compte initial est à 20 000 dollars, vous travaillez grosso modo avec 4 fois plus d'argent que vous n'avez en réalité, c'est-à-dire que vous allez utiliser un petit effet de levier de 4, mais pas de 400 ou de 100. Là, il sera simplement de 4 pour essayer d'optimiser un petit peu votre capital et aller un peu plus vite que si vous tradiez vraiment avec l'argent que vous avez en compte. Mais ce qui est intéressant, vous utilisez un effet de levier, mais vous maîtrisez totalement la perte maximale acceptable que vous vous êtes fixé. Donc là, on travaille avec un effet de levier de 4,16 très précisément pour un risque maximum de 100 dollars. Voilà un petit exercice. On va partir sur un capital de 10 000 dollars. On a un signal d'achat sur l'euro-dollar, par exemple à 1,13, et on a fixé un stop de protection. Alors, pas au hasard, hein, il sera important de fixer un point d'entrée, un stop en fonction d'une méthodologie, soit technique, soit discrétionnaire, soit plus fondamentale. Mais il faudra essayer de construire une analyse avec le plus de rigueur et de sérieux possible. Donc là, l'exemple est le suivant, donc un achat d'euro-dollar a eu lieu vers 1,13, on met un stop à 1,1255. Je vous demande de calculer en fait la taille de votre position avec un risque de 1% sur votre capital. Je vous laisse 2-3 minutes pour faire ce calcul. Et pendant ce temps-là, je vais essayer de lire les questions que vous m'avez posées. Alors, si vous pouviez fermer vos micros de façon à ce que chaque participant n'ait pas le retour micro des autres participants, ça serait vraiment superbe. Alors, notamment, vous le voyez peut-être ou pas à l'écran, on me demande, Stéphane, pouvez-vous demander à Gérald de fermer son micro, merci. Voilà. Donc merci Gérald de fermer votre micro. Alors juste avant il y a une question sur l'euro CHF. L'euro CHF, c'est un cas vraiment très très exceptionnel puisque en fait la Banque centrale a annoncé de façon subie pendant une séance qu'elle ne contrôlerait plus sa monnaie. C'est vrai qu'on pourrait s'attendre d'une banque centrale à éviter, bien entendu, son rôle est d'éviter une trop forte volatilité sur les marchés et d'essayer de protéger un petit peu les investisseurs. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Et c'est vrai que, on le voit sur beaucoup de graphiques,
même si vous aviez mis un stop, par exemple, à 1,19, comme il y a eu un afflux massif d'ordres, eh bien en fait on n'a pas coté pendant quelques minutes, même presque une demi-heure dans beaucoup de salles. Euh, les stops ne s'exécutent que lorsque l'on réouvre et à un certain niveau, et là ce niveau était 15 à 20% plus bas. Donc le stop bien entendu est garanti quand il y a une liquidité, mais pas quand il y a des circonstances hyper exceptionnelles comme ça. Donc je pense que la plupart quand même des clients, au pire, ont perdu leur mise, mais il y a un exemple qui est assez criant. Il y a un client chez un broker qui avait un compte à 20 000 euros et en 30 secondes, il s'est retrouvé à moins 800 000 euros. Et donc, sur d'autres marchés, il aurait dû payer ces 800 000 euros. Là, en fait, c'est vraiment le broker qui a pris à sa charge la perte. Donc, certes, c'est dramatique pour lui. Il a perdu la totalité de son compte. Mais il aurait pu devoir cet argent s'il était engagé sur des marchés peut-être différents. Alors, on va corriger notre exercice. Donc, tout le monde a calculé que le stop dans ce cas de figure était de 45 pips, soit un risque de 450 dollars pour un lot. Mais nous, en fait, on ne veut pas prendre le risque de perdre 450 dollars, donc envoyer un lot sur le marché, mais 1% sur un capital de 10 000 représente 100 dollars. Donc on va faire l'opération suivante. Donc pour calculer le nombre de lots que l'on doit envoyer sur le marché pour limiter notre risque à 100 dollars au cas où ça ne se passe pas bien. Donc la taille de la position va être la suivante, 100 divisé par 450, 0,22 lots. La moralité à ça, c'est vraiment la taille de votre stop qui va déterminer votre exposition, et c'est ce qui va permettre d'adapter vraiment le nombre de lots pour rester dans la limite de perte acceptable journalière. Là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet maintenant avec une construction de stratégie de day trading pour le Forex. Donc une stratégie doit être issue d'un schéma permettant d'expliquer un concept récurrent identifié sur les marchés financiers. C'est très important de... Alors moi je suis analyste graphique, analyste technique, donc je regarde uniquement les variations des cours au travers des graphiques de bourse. Ce qu'il est intéressant pour finalement essayer d'être le plus stable émotionnellement et ne pas avoir une aversion au risque, ou essayer de trader avec un maximum de constance. Il est intéressant de repérer des schémas qui ont tendance à se reproduire dans des laps de temps plus ou moins grands, avec des fréquences plus ou moins fortes, mais il est toujours intéressant de mettre les pieds dans un marché que l'on comprend, soit d'un point de vue fondamental, soit d'un point de vue graphique et technique. Et là, ce soir, on va plutôt s'intéresser au côté graphique et à la récurrence de certaines situations, d'une situation en particulier que je vais tenter de vous expliquer. Donc un schéma récurrent doit être, dans un premier temps, simple à expliquer. Plus il sera compliqué à expliquer, moins il sera facile de le repérer et de l'exécuter sur les marchés, avec le risque de se perdre ou d'avoir construit une vraie usine à gaz. Pardon. Il doit être donc simple à expliquer, mais simple à exécuter, avec un point d'entrée, un objectif, un stop de protection, éventuellement un protocole de gestion de position.
Il doit favoriser bien entendu le processus de création de certitude. On repère ce que l'on connaît, on va essayer de travailler ce que l'on connaît, comme ça on aura le temps de prendre sa décision, de laisser le temps à l'opération d'évoluer comme on l'espère, mais en maîtrisant bien entendu le timing sur objectif, le stop, en partant du principe, bien entendu, que on a on peut travailler dans deux axes bien différents. Soit on a des stratégies où on a un taux de réussite très 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 fort, mais on va aller chercher soit un objectif qui équilibre le risque, voire même un objectif qui est un peu inférieur au risque. Mais si on a un taux de réussite très fort, on peut continuer à gagner de l'argent. Et il y a certaines stratégies en fait où on va avoir des taux de réussite sur ces stratégies moins importants. Pourquoi? Parce qu'on va essayer d'aller chercher beaucoup plus que le risque que l'on a pris. Donc c'est deux partis pris qui doivent être étudiés selon vos stratégies. Souvent en fait, les gens cherchent, les personnes qui débutent sur le forex cherchent absolument des taux de réussite très importants, et souvent pour avoir des taux de réussite très importants, eh bien forcément il y a un équilibre entre le gain et la perte qui est en faveur de la perte. Et souvent ça se passe pas très bien. Donc on va essayer de comprendre un petit peu dans l'exemple comment on pourrait organiser bien entendu une gestion de position et essayer d'aller chercher un peu plus que ce que l'on est prêt à perdre pour se donner le droit d'avoir un taux de réussite pas des plus forts. Donc votre méthode doit favoriser votre processus de création de certitude. On sait ce que l'on cherche et la façon de l'exécuter. Votre méthode doit vous permettre de travailler avec des tailles de position croissantes si vous réinvestissez par exemple les bénéfices que vous faites en trading. Donc on va aborder un schéma stratégique de day trading qui est inspiré de mon livre sur le scalping. Alors pour ceux qui ont lu mon livre sur le scalping, c'est un schéma tactique bien précis, articulé sur des bandes rouges. Les bandes rouges, on va les revoir maintenant. Ce sont ni plus ni moins deux moyennes mobiles assez courtes, moyenne mobile à 3 et à 15 périodes exponentielles, qui vont déterminer les limites externes d'une bande. Donc on va le revoir avec cet exemple. Et je travaille également des bandes bleues dont les limites externes sont définies par deux moyennes mobiles exponentielles à 35 et à 60 périodes. Donc l'environnement de notre schéma tactique va être constitué comme ceci. Donc on va travailler sur un graphique 5 minutes. On va utiliser deux moyennes mobiles arithmétiques à 100 et à 130 périodes de 5 minutes. On va utiliser des bandes bleues qui sont des moyennes mobiles dont les limites externes sont des moyennes mobiles exponentielles à 35 et à 60 périodes. Ce schéma-là ne nécessitera pas les bandes rouges, mais je vous mets quand même les bandes rouges pour vous faire un petit rappel des bandes rouges de mon livre sur le scalping. Donc les bandes rouges sont des moyennes mobiles, les délimitations externes de ces bandes rouges sont 3 et 15 périodes exponentielles. On utilisera également des points pivots. Alors les points pivots journaliers, il y a plusieurs méthodes de calcul des points pivots. Donc on peut utiliser soit une seule méthode de calcul, soit fusionner deux méthodes de calcul sur un graphique, auquel cas vous aurez une frange de points pivots. On le verra dans l'exemple qui suit. Et on utilisera enfin un indicateur RSI à 21 périodes. Donc c'est un assemblage qui est relativement simple puisque vous aurez des chandelles japonais, des moyennes mobiles, des points pivots et un indicateur. Donc on reste dans cette limite d'outils, autour 4-5 outils maximum pour créer un assemblage, pour essayer d'aller chercher de la récurrence sur le marché. C'est quelque chose de très important.
parce que plus vous allez mettre d'outils dans vos stratégies et plus vous allez complexifier votre processus de décision. Donc un bon graphique vaut mieux qu'un long discours. Voilà un petit peu à quoi ressemble mon environnement graphique. Donc vous avez des chandeliers japonais qui représentent l'évolution des cours. Un chandelier vert, alors là on est sur un graphique 5 minutes, on est sur l'euro-dollar. Un chandelier vert représente une hausse dans un espace-temps de 5 minutes. Un chandelier rouge représente plutôt une baisse dans un espace-temps de 5 minutes. On voit la bande rouge dont les délimitations externes, ici, sur ma flèche, ici vous avez une moyenne mobile à 15 périodes exponentielles et ici une moyenne mobile exponentielle à 3 périodes. Vous avez également une bande bleue avec la délimitation externe. La moyenne mobile la plus longue, c'est la moyenne mobile à 60 et la moyenne mobile la plus courte, c'est la moyenne mobile à 35. On a nos deux moyennes mobiles là qui sont des moyennes mobiles arithmétiques à 100 et à 130 périodes. Et on voit s'enchasser des pivots. Vous voyez là, vous avez deux pivots jours qui sont calculés avec deux méthodes différentes. Donc souvent les logiciels vous proposent vous proposent plusieurs façons de calculer vos points pivots. Donc, ce qui est intéressant dans cette approche ici, c'est que l'on va chercher en fait des points d'appui sur la bande bleue avec un maximum d'indices indiquant que il va y avoir un rebond dans cette bande bleue et que le marché va chercher à monter plus haut. Alors ce qui est intéressant dans cet assemblage, c'est que on va essayer d'intervenir géographiquement à des endroits bien ciblés, bien précis, qui se reproduisent relativement régulièrement. C'est pour ça qu'il est intéressant de travailler sur plusieurs devises, ou pas forcément que sur le marché du Forex. Vous pouvez utiliser ce concept sur le marché des actions, sur le marché des indices, sur le marché des taux. Je vous ferai voir quelques exemples hors devise. Donc ce qui va m'intéresser là, c'est d'essayer de certifier une conviction dans l'idée que le marché va rebondir à la hausse quand il aura pris appui dans cette bande bleue. Alors qu'est-ce qu'il faut surveiller ? Qu'est-ce qu'on recherche ? On recherche ce carré noir vous met en relief en fait une zone un petit peu étendue de support. Support constitué par quoi ? Support constitué bien sûr par notre bande bleue, support constitué par les moyennes mobiles et support également constitué par les points pivots. C'est-à-dire que là on a une phase de marché après une première phase de hausse, on voit cette hausse entre 8h15 du matin et 9h15 à peu près. Cette phase de hausse est suivie d'une correction technique et cette correction technique se dirige vers cette zone délimitée par mon carré noir qui est une zone stratifiée de support mis en évidence par trois concepts. Le concept de notre bande bleue, le concept des deux moyennes mobiles exponentielles 100 et 130, et en plus vous avez une zone de point pivot. Donc à chaque fois que le marché va se rapprocher de ce carré noir, donc de cette zone de support, il va y avoir une tendance naturelle à ce que le marché rebondisse. Donc on va essayer de travailler toujours dans le même sens, c'est-à-dire essayer d'avoir cette triple indication pour que l'on soit un petit peu plus convaincu d'acheter le marché en espérant bien entendu qu'il rebondisse et en limitant au maximum la perte. Donc ce qui va nous intéresser, c'est bien entendu des rebonds qui se font dans notre bande bleue, mais sans pour autant que le marché ait la capacité à clôturer sous la bande bleue. On va chercher vraiment des rebonds sur cette bande bleue.
de façon à ce que l'on ait 3 couches intactes de support au cas où on time finalement pas bien notre point d'intervention qui pourrait être chiffré ici, voire un peu plus haut. Dès que le marché remonte un petit peu ou s'extrait de la bande bleue, on pourrait tout à fait acheter. Si on achète ici, on a 3 zones de support parfaitement vivaces qui sont constituées par la bande bleue, les moyennes mobiles qui sont ici et notre point pivot. Il sera assez facile de stratifier maintenant un stop de protection, on le verra tout à l'heure, mais on mettra un stop de protection bien évidemment en dessous de ces 3 strates de support, et on pourra même aller chercher un point bas sous ces 3 supports, point bas qui a été fait ici vers 9h15, on le verra. Alors ce qui est intéressant dans cette approche, c'est que on cherche un rebond dans notre bande bleue avec la proximité immédiate des moyennes mobiles et de points pivots pour certifier vraiment l'idée d'un rebond, et pour s'assurer également que cette correction technique que l'on a eue, qui a été relativement importante, hein, puisqu'on est passé de 1,1350 à 1,1320, donc on a perdu 30 pips en quelques minutes. Il est intéressant également que votre indicateur RSI reste, ou quand il rebondit, soit au-dessus un petit peu de la ligne de flottaison, au-dessus de 50. C'est-à-dire quand un marché est vraiment haussier, il est important d'avoir un RSI qui évolue au-dessus de la zone des 50, ce qui marque finalement que le marché reste potentiellement toujours bien implanté à la hausse. Si on avait eu une cassure nette et franche du RSI, alors que l'on était dans notre bande bleue, on aurait pu éventuellement actionner le principe de précaution et se dire, moi il faut que tout soit au vert, c'est-à-dire que je ne casse pas ma bande bleue, que j'ai bien mes moyennes mobiles en support juste en dessous, que j'ai également un point pivot non loin, de façon à que mon signal perdure, et en plus si mon RSI confirme que ce n'est qu'une correction technique et ce n'est pas vraiment un risque de pression baissière plus persistante et plus profonde, eh bien on aura quelque chose de totalement parfait et engageant à trader. Donc en fait là ce que l'on cherche vraiment, c'est une zone de support stratifiée par 3 outils et avec un RSI qui reste supérieur à 50. Si le RSI donc dans la zone, enfin au-dessus de la zone des 50, ça veut vraiment dire que votre tendance reste quand même plutôt orientée à la hausse, et à contrario, quand on aura un RSI qui restera en dessous de 50, on aura plutôt un marché qui subit une pression vendeuse. Et pour terminer, bien entendu, le stop est assez intuitif, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller chercher le dernier point bas en dessous de ces 3 niveaux de support représentés par la bande bleue, les 2 moyennes mobiles 100 et 130 périodes de 5 minutes et notre zone pivot. Voilà un petit peu le concept. Ça, c'est un concept vraiment récurrent que vous allez retrouver assez fréquemment sur les marchés. Donc il est vraiment intéressant de mettre ça en pratique, de le tester chez vous pour voir que bien c'est un schéma tactique à part entière pour trouver des points d'entrée à l'achat ou en vente. Autre exemple, alors ça ce sont vraiment des exemples d'aujourd'hui, hein. J'ai travaillé ces exemples en cours de journée. Donc ça c'était l'euro-dollar en début de matinée. Voilà le DAX également, hein. Alors pour faire voir qu'on peut utiliser ce concept pas uniquement sur le Forex, hein, mais que c'est vraiment caméléon, on peut l'utiliser sur le Forex, les indices, les taux, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors ce qui est intéressant également, on est bien dans ce que j'ai défini avec vous précédemment. Vous voyez, là, à 9h, hein, entre 8h et 9h,
on a eu une reprise de la hausse de l'indice, on a cassé les moyennes mobiles, et puis à un moment, on subit une correction technique qui prend appui sur la bande bleue, et là on est bien dans le cadre d'une stratification, d'une triple stratification, où on a notre bande bleue, nos moyennes mobiles 100 et 130, et on a également les points pivots qui sont noyautés. Alors dans l'exemple précédent, ils étaient un petit peu en dessous. On aurait préféré, bien entendu, qu'ils soient un petit peu en dessous, puisque là, on pourra retarder un petit peu notre achat, puisque il faudra que le marché ait débordé ce point pivot qui est un petit peu excentré au-dessus de ma bande bleue et des moyennes mobiles pour entrer en position. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a vraiment une zone qui est très compacte. Ce qui est à retenir également, c'est que plus la zone est compacte, c'est-à-dire plus les points pivots, les moyennes mobiles et les bandes bleues sont proches les uns des autres, et plus ça met en relief un caractère évident de support. Donc on cherche vraiment le rebond, et on voit qu'on a une bougie qui est venue tester et une ombre euh, en intra 5 minutes tester la bande bleue, qui n'a pas réussi à la casser, qui a rebondi finalement un peu sur les trois supports à la fois, a rebondi sur la bande bleue, sur les points pivots, sur les moyennes mobiles 100 et 130. On a toujours un RSI qui a changé de sens ici un peu avant 9h, hein, qui est passé au-dessus de la zone de 50, ce qui témoignait d'une pression quand même relativement haussière et acheteuse. Et on voit que cette correction technique que l'on a eue sur la bande bleue là, sur votre RSI, ça n'a pas... elle n'est pas passée, le RSI n'est pas passé en dessous de 50, donc on pouvait simplement dire que c'était qu'une correction technique, peut-être pour venir solidifier le signal qui a été donné de façon un peu impulsive à l'ouverture à 9h. Et on voit que l'explosion haussière a été importante derrière, et ça je crois qu'on peut mettre en relief, enfin il y a une relation de cause à effet. Plus votre zone de support est compacte, et plus finalement la reprise derrière risque d'être puissante. Si on regarde sur l'autre exemple, vous voyez qu'on a une zone qui est un peu plus expansée, hein, entre la bande bleue, les moyennes mobiles et les points pivots. La reprise a été importante, mais elle a été quand même moins dynamique, même si elle était importante, puisqu'on a gagné plus de 30-40 pips. Mais on peut induire également une qualité de signal dans la stratification de ces trois strates. Plus les points pivots, les bandes bleues et la moyenne mobile, les deux moyennes mobiles 100 et 130 seront proches l'une de l'autre, plus votre zone de support sera importante, et plus peut-être la réaction dessus sera violente, à l'image du DAX de ce matin. Donc on cherche toujours la même chose, hein, une triple zone de support. Vous commencez à comprendre un petit peu maintenant, je pense, le, le principe tactique. Donc zone de support articulée sur trois faisceaux techniques, plus un RSI toujours supérieur à 50, ce qui est un gage de qualité du mouvement. Et on mettra notre stop sous le dernier point bas significatif qui a été effectué en dessous de notre zone de support. Alors, ce qui est intéressant, là, bien entendu, ça sera d'adapter son risque par rapport au stop que l'on a calibré conformément à ce que l'on a vu au début du webinaire. Ce qui est intéressant également, là, dans cet exemple, c'est que on peut, bien entendu, organiser la gestion de sa position de la façon suivante. Pour ceux qui aiment bien utiliser des stop suiveurs ou des outils techniques qui vont accompagner la hausse sans pour autant se fixer un objectif, ou alors on peut se fixer un objectif pour une partie de la position, c'est-à-dire libérer 50% de la position sur un objectif prédéterminé, qui pourrait là dans ce cas être par exemple un point pivot au-dessus. Ça pourrait bien entendu
être également un équilibre entre le gain et le risque, c'est-à-dire je risque par exemple 40, bah, dès que j'ai gagné 40, je sors la moitié de ma position. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de gérer une partie du restant de la position avec des filtres. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que lorsque on prend appui sur la bande bleue, et vous voyez la bande rouge que j'ai développée dans mon livre sur le scalping, quand on prend appui également, un double appui sur la bande rouge et sur la bande bleue, sans pour autant casser ni en clôture 5 minutes ni la bande rouge ni la bande bleue, il y a une forte probabilité que le marché s'appuie pendant un temps sur la bande rouge, et donc cette bande rouge là pourrait servir de trailing stop au restant de votre position. Vous pourriez même potentiellement, si vous êtes très jusqu'au boutiste, fractionner en deux votre restant de position, 25% de votre position sur la bande rouge ici et 25% sur la bande bleue. Si on casse en clôture 5 minutes la bande rouge, on liquide encore 25%, et si on casse la bande bleue, on liquide les 25 derniers pourcents. Ça vous aurait permis quasiment d'accompagner là aujourd'hui toute la hausse du DAX qui a eu lieu tout au long de la journée. Voilà, je vous donne simplement des orientations quant à une gestion de position possible, soit sortir tout ou une partie sur un objectif. Si vous sortez qu'une partie, l'autre partie peut éventuellement être gérée par des trailing stops. Alors soit vous faites monter un trailing stop à X points du cours du moment, ou soit vous normalisez comme ça avec mes outils, les outils que j'utilise. Et ce qui est vraiment intéressant, j'insiste bien dessus, lorsque l'on a un appui sur notre bande bleue, et en plus qu'on a un appui sur la bande rouge, ici on voit on ne l'a pas cassé, et bien souvent la bande rouge va servir de guide un petit peu au marché pendant un laps de temps plus ou moins grand. Si on regarde l'exemple précédent, vous voyez là on n'est pas dans cette situation, on est revenu dans la bande bleue mais on a cassé au préalable la bande rouge. Donc la bande rouge, il était plus délicat de s'en servir après en tant que trailing stop. Alors c'est là où on aurait pu éventuellement solder sur des objectifs ou garder peut-être un tout petit reliquat sur notre bande bleue au cas où le marché est fini par exploser à un moment ou un autre. Un autre exemple sur l'euro GBP encore ce matin. Alors, vous voyez là, on est dans une stratification qui n'est pas parfaite puisque les points pivots ne sont pas enchâssés autour de la bande bleue. Donc c'est pour ça que je vous mets ici zone de support plus faible. Pourquoi elle est plus faible? Parce qu'elle ne tient qu'à deux choses, deux outils. Dire notre bande bleue. Bien sûr, on est revenu tester la bande bleue, on est reparti de cette bande bleue sans pour autant la casser, et on est à proximité également des moyennes mobiles 100 et 130. On aurait eu un signal d'achat beaucoup plus fort si les points pivots qui étaient situés ici avaient été situés juste dessous ou enchâssés entre les moyennes mobiles et les bandes bleues. Alors ça reste bien entendu possible d'intervenir dans ces situations. Alors on peut peut-être soit limiter la prise de risque en mettant une exposition un petit peu moins forte, ce qui reste toujours possible. Alors l'autre chose qui était quand même intéressante, c'est qu'à chaque fois qu'on est revenu dans la bande bleue, on a fait deux retours. Alors les day traders auraient pu exploiter, puisqu'on est passé quand même on a quand même gagné plus de 20 pips sur les deux rebonds, donc ce qui est déjà des opérations très séduisantes en day trading. Ce qui est intéressant, c'est que chaque rebond s'est fait avec bien entendu un RSI toujours supérieur à 50, ce qui permettait également de renforcer une petite conviction dans l'idée d'aller mener ce trade, même si on aurait préféré avoir les points pivots enchâssés dessous. Alors les points pivots auraient très bien pu servir d'objectif, puisque un point pivot placé au-dessus sert de résistance. Vous voyez, il a servi parfaitement de résistance au premier rebond sur la bande bleue. Deuxième rebond sur la bande bleue a servi de résistance, mais on a fini par passer dessus et on est vraiment retombé très fortement derrière. D'où l'intérêt quand même de bien savoir organiser la gestion de sa position, soit
quand on a moins de certitude comme ça, il est plus intéressant de faire un coup, c'est-à-dire d'aller chercher une quantité, de sortir sur un objectif, plutôt que d'essayer de gérer sa position. On peut gérer sa position lorsque vraiment la zone de support est triplement stratifiée par la bande bleue, les moyennes mobiles et bien sûr les points pivots, avec un RSI bien entendu toujours supérieur à 50. Et notre stop là aurait été relativement évident sous le dernier point bas. Le Bund également, alors marché de taux, vous voyez, ce matin également, hein, vers 11 heures, vous voyez là, situation totalement idéale, furtive. On, on était haussier, on est passé baissier, on a cassé les moyennes mobiles, on n'est pas plongé sous le niveau 50 sous notre RSI, et à un moment donné, on est revenu tester, et vous voyez, on a cette triple zone stratifiée, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, stratifiée par les moyennes mobiles 100 et 130, les points pivots et notre bande bleue. Donc là, on aurait très bien pu prendre position par ici, en vente, avec un stop. Alors là, le stop n'était pas facile à trouver, puisque il aurait été très haut. Le dernier point haut majeur était très au-dessus. Donc si on avait pris position ici, on aurait pris une petite marge et on a mis un stop à quelques points au-dessus de cette zone. Et là, c'était relativement intéressant. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir, je vous ai capturé la fin de journée. Alors vous voyez, le matin, le matin était très intéressant, puisqu'on a eu cette triple zone stratifiée, puis le marché a baissé, puis il est remonté. Alors ce qui est intéressant, vous voyez, c'est aussi toujours dans l'esprit d'utiliser ces zones. Là, on pourrait l'utiliser de façon un petit peu non conventionnelle, c'est-à-dire qu'on a toujours nos trois niveaux, on a notre bande bleue ici, nos deux moyennes mobiles ici, et nos points pivots qui n'ont pas bougé de la journée. Et vous voyez, avec les statistiques de 14h30, vous voyez, on a pris appui avant 14h30 sur notre bande bleue, mais également sur la bande rouge ici. On n'a pas cassé en clôture 5 minutes ni la bande bleue ni la bande rouge. On a débordé la moyenne mobile, débordé notre point pivot. Donc, lorsqu'on est arrivé ici, on a retrouvé notre zone de support articulée sur les trois strates, point pivot, moyenne mobile, bande bleue. Et vous voyez que par la suite, bien la bande rouge, comme elle n'a pas été cassée, la bande rouge a servi de guide un petit peu. On aurait pu se servir de cette bande rouge comme trailing stop, acheter ici juste à l'ouverture, selon le concept un petit peu de cette triple stratification, ce qui est une possibilité de frappe stratégique également. Voilà ce que je voulais vous exposer ce soir comme schéma tactique. C'est pas un schéma très compliqué. Il faut simplement définir un horizon graphique avec les outils et essayer de tester chez vous, essayer de repérer cette triple stratification de support ou de résistance. Alors c'est valable bien entendu à la baisse, à l'achat, à la vente. C'est bien sûr intéressant dans les deux sens. Alors, là, les exemples du jour ont été bâtis principalement avec les points pivots jour, mais on pourrait tout à fait bâtir cette triple architecture, imaginons, avec par exemple une résistance R1 ici, si les moyennes mobiles étaient un peu montées. Voilà, il n'y a pas uniquement que le pivot jour, mais il y a les pivots complémentaires qui peuvent être également utilisés pour stratifier les trois zones. Alors on va terminer ce webinaire avec mon avis sur la paire euro-dollar. Alors vous voyez, je suis monté dans l'infiniment plus grand, puisque tout à l'heure on travaillait sur un horizon 5 minutes, et là on travaille sur un horizon mensuel, mais on retrouve toujours ces moyennes mobiles à 100 et 130 la mois pour le coup, ces bandes rouges, ces bandes bleues, et voilà un petit peu ce que cette analyse dit. Ce qui est intéressant sur l'euro-dollar, là c'est un graphique mensuel sur plusieurs années, on remonte à 2001, vous voyez, l'euro a été créé. Ce qui est intéressant après la création de l'euro, le premier jour de cotation a été à 1,1750 je crois, et on a eu une baisse de l'euro jusqu'à quasiment 0,83 je crois de mémoire, avant de voir un euro-dollar remonter
façon très importante entre 2002 et 2008 pour atteindre 1,60 au maximum. Et depuis 2008, ce qui est intéressant, c'est que chaque sommets majeurs étaient moins hauts les uns par rapport aux autres. Donc on avait quasiment des structures non pas en double sommet ni triple sommet, mais plutôt quadruple sommet, avec le dernier en date vers 1,40. J'insistais beaucoup à l'époque sur cette structure un petit peu biseautée que l'on verra mieux sur le graphique hebdomadaire, qui traduisait un petit peu un essoufflement de la hausse de l'euro depuis 2012. Finalement, cette hausse se faisait, mais de façon un peu poussive sur du long terme. La rupture de 1,35 libérait un objectif à 1,20, c'était assez ambitieux de dire ça à l'époque, mais objectif qui a été atteint. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que la rupture de 1,20 libère également un potentiel qui est relativement calculable, potentiel à moyen long terme. Comme on est dans une structure à plusieurs sommets, eh bien on va prendre le dernier sommet. On va considérer que tous ces sommets se reposent grosso modo sur 1,20. 1,20 moins 1,40, ça fait 0,20. Eh bien 1,20 moins 0,20, ça fait 1. C'est-à-dire que la rupture finalement de cette zone d'équilibre sur tous les précédents sommets fait que, eh bien, on a encore un potentiel de baisse important sur l'euro. Alors pas forcément pour demain ni après-demain, mais dans les mois et dans les années qui viennent, on a un potentiel de baisse qui est calculable autour de la parité parfaite. Donc on reviendrait finalement autour de 1, c'est des niveaux qu'on avait connus en 2002, et sachez également que 1 c'est bien sûr un niveau technique, un niveau psychologique, mais au cas où on descende en dessous de 1, on pourrait encore revoir les niveaux qui avaient été atteints dans les années 2001. Donc ça, c'est ce que dit l'analyse long terme. L'analyse long terme dit, voilà, l'euro est très baissier et engagé dans une vague de baisse très puissante. Cette vague de baisse n'est peut-être pas terminée, même si on pourrait avoir des corrections techniques haussières, et on va essayer de mesurer la possibilité de correction technique haussière. Donc ça, c'est un graphique hebdomadaire, donc on zoome de plus en plus sur l'horizon de temps qui nous intéresse. Donc on voit bien cette structure biseautée avec la rupture de 1,35 qui a amené la parité sur l'objectif qui était situé à 1,20 et bien plus bas. La cassure de la zone 1,1640, 1,20 est quand même relativement préjudiciable de nouveau à la santé de l'euro-dollar, puisque, comme je vous le disais, ça va mettre une pression dans les mois et années à venir, certainement encore baissière. Alors, bien entendu, on a baissé de façon très importante, hein, en ligne plus que droite depuis 1,40. On pourrait avoir une correction technique, et cette correction technique sur une base hebdomadaire, on voit bien là où elle pourrait nous ramener. Cette correction technique pourrait nous ramener au maximum jusqu'à 1,20, qui correspond à la bande de Bollinger que l'on a dilatée, bien entendu, qui est à niveau de résistance maintenant, mais qui correspond également à la ligne de coup sur laquelle reposaient les 4 sommets de l'euro-dollar ces dernières années. Donc au maximum, hein, on pourrait avoir une reprise sur 1,20 sans pour autant invalider le scénario baissier, le scénario très baissier de fond. Alors on pourrait tout à fait avoir un débordement de 1,20 et rester dans une pression baissière et aller chercher la bande bleue, un petit peu comme on cherchait à le faire précédemment, hein, dans l'intraday. Et cette bande bleue, vous voyez, elle baisse vraiment très rapidement de mois en mois. Elle évolue là, à l'heure actuelle entre 1,24 et 1,27. Mais le temps que l'on remonte, parce que ça va certainement pas se faire de façon très violente, peut-être plus progressive, bon, il y a une forte probabilité que cette bande bleue ne passe plus qu'à 1,25. Donc on pourrait se dire au maximum une correction technique possible sur l'euro pourrait nous ramener au maximum entre 1,20 et 1,25 et à minima entre 1,1640 et 1,20. 1,1640 qui était un niveau important également d'un point de vue technique long terme. On va terminer sur une vision journalière pour voir un petit peu les perspectives que l'on a
à court terme, disons, sur l'euro, à espace quelques jours, quelques semaines. Donc on voit que après la baisse très importante liée à la rupture de 1,20 et bien entendu à l'accélération baissière sur 1,11 suite au quantitative easing décrété par Mario Draghi fin janvier, qui a mis en place un point bas probablement temporaire autour des 1,11, eh bien on a cherché à consolider un petit peu sur la parité euro-dollar et cette consolidation maintenant s'effectue depuis quelques jours, depuis une bonne quinzaine de jours maintenant environ, s'effectue dans une zone relativement horizontale, bien stratifiée entre 1,1260 et 1,15. Donc il sera très intéressant d'observer le sens de sortie de cette zone de congestion. Si on casse 1,1260, eh bien on est reparti de nouveau pour aller chercher les points bas, au minimum vers 1,11 avec possibilité de descendre vers 1,10 voire 1,0760 qui serait le prochain niveau de support vraiment important. Et un débordement de 1,15 confirmerait une volonté de correction technique supplémentaire, parce que là on peut quand même dire que la correction technique a été vraiment très light par rapport au mouvement de baisse que l'on a eu jusqu'à présent. Donc un débordement de 1,15 nous ramènerait, eh bien on le voit très clairement, possibilité de revenir dans la bande bleue. Oui, à chaque fois qu'on est revenu dans la bande bleue ici, là, le marché a rebaissé. Donc si on débordait 1,15, on pourrait revenir entre 1,16 et 1,1870, voire peut-être un excès intra-semaine ou intra-jour vers 1,20. Donc mon avis reste quand même très baissier dans une optique moyen-long terme, même si à court terme on peut encore avoir peut-être une possibilité de correction technique. Donc si on n'a pas cette correction technique immédiatement, par un débordement de 1,15 qui nous amènerait vers 1,16, 1,18, voire 1,20 au grand maximum, 1,25 ça serait je pense vraiment incroyable. Eh bien la tendance va reprendre ses droits et on va finir par casser un 12,60 et descendre plus bas, ce qui n'exclura pas d'avoir par la suite un rebond, mais là si on devait enfoncer le point bas à 1,11, le rebond serait certainement là localisé entre 1,1640 ultérieur et 1,20, mais probablement pas au-dessus. Là, on pourrait encore viser peut-être 1,25 si on débordait tout de suite 1,15 et si on étayait vraiment une très forte reprise. Mais mon sentiment reste plutôt quand même baissier, même si à très court terme là, on peut encore avoir peut-être une phase de correction haussière, mais uniquement si on déborde 1,15. Voilà ce que je voulais vous dire sur le Forex, sur comment bien débuter en Forex, comment utiliser une petite stratégie pour tout de suite faire des choses un petit peu structurées sur le Forex. Et bien entendu, on a vu le potentiel et la tendance de la parité euro-dollar, donc dans les médias surveiller 1,1260 et 1,15. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas, j'ai encore 2-3 minutes pour pouvoir vous répondre. Sinon, cette conférence sera enregistrée, enfin est enregistrée, et vous sera envoyée par lien demain, donc vous pourrez la reconsulter à volonté et tranquillement chez vous. Pas de questions. Écoutez, j'ai dû être très synthétique et très clair. Alors oui, juste pour revenir à une question de Fata, je reviens. Alors, ce qu'il est intéressant ici, je vais plutôt aller sur un exemple. Voilà. Il est clair qu'il faut attendre une bougie minimum qui vienne dans la profondeur de la bande bleue. Surtout, alors idéalement, la prise de position. Alors, vous avez deux stratégies. Soit vous êtes très agressif
et une ombre vous suffit, et dès que la bougie suivante commence à monter, vous prenez à la volée, là, juste au-dessus du point pivot, et là, ça va vous réussir. Soit vous êtes beaucoup plus prudent, et vous attendez vraiment la clôture de cette bougie, et dès qu'on a une bougie verte qui suit le rebond dans la bande bleue, ben vous essayez de prendre position à la bougie suivante, c'est-à-dire là la rouge, et dans la mesure du possible, idéalement, ça serait de prendre position, bien entendu, le plus près de notre bande bleue, mais c'est pas toujours facile, surtout si on accélère un petit peu. Donc voilà, c'est toujours un éternel problème, la prise de position. Est-ce que l'on est agressif? Est-ce que l'on est prudent? Je crois qu'il faut, dans un premier temps, quand on débute, être plutôt prudent, réfléchir à deux fois avant de prendre position, quitte à louper l'opération, et puis valider sa confiance en disant ah ben là je suis pas de cette opération, mais le concept est respecté, voilà. Parce que prendre position trop tôt, vous risquez à un moment peut-être d'anticiper un petit peu trop et de vous faire attraper. Mais c'est un juste équilibre. Alors c'est vrai qu'également il y a le côté un peu sensitif qui arrivera à un moment donné quand vous aurez vu beaucoup d'architecture comme ceci. Il y a un moment où vous direz là je vais y aller de façon un petit peu agressive parce que ben, la stratification est parfaite, il y a une très bonne zone de compression. Par exemple là il n'aurait pas fallu traîner trop pour y aller. Autant à l'exemple précédent, là on pouvait, vous voyez, on pouvait attendre un petit peu parce que on était, les trois strates étaient un peu éloignées. On aurait pu y aller, dès qu'on a eu une bougie verte, on aurait pu acheter ici par exemple à l'ouverture de la suivante. Là c'était un minimum de confirmation. Alors c'est vrai que ça ouvre un petit peu plus le risque, mais ça assure un peu plus le coup. Mais bon, je pense qu'il faut tester. Je pense qu'il faut tester, bien entendu, et, et s'entraîner pour essayer de trouver un petit peu les bons compromis, les bons réglages possibles entre le signal, la validation du signal et la prise de position. N'hésitez pas je vois. Alors, comment faire pour réécouter? On vous enverra. Hein, Action Future vous enverra donc le podcast de ce webinaire dès demain. N'hésitez pas également, si vous avez des questions complémentaires, à m'envoyer des mails sur technibourse@technibourse.com. J'y répondrai bien volontiers. Il y a des questions où on me dit est-ce qu'il est possible de vous rencontrer. Bien entendu, vous pouvez déjà m'envoyer un mail, demander l'objet de la rencontre, bien entendu. Je vous recommande d'aller sur technibourse.com où vous avez toutes mes coordonnées. Vous avez même un numéro de téléphone où vous pouvez m'appeler si besoin. N'hésitez pas. Je réponds assez vite, hein, sous 24-48 heures, voilà. Mail ou par téléphone. Voilà. Vous recevrez donc la vidéo, je pense, dans la matinée ou tout plus dans l'après-midi. Il suffit simplement que je l'extrais, je la traiterai sur YouTube et on vous enverra le lien YouTube pour la revoir. Voilà, bien écoutez, je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence et puis je vous dis bonne soirée et puis à très bientôt.